Madame la Présidente, chère Marie-Laure, chers amis, merci Marie-Laure de cette conclusion que j'aurais pu faire mienne avec ce triptyque qui correspond tout à fait à l'état d'esprit qui est le nôtre. Merci beaucoup aux organisateurs, en particulier à vous, Nicolas Chany, et à Lucien Castex, d'avoir convié le Conseil supérieur de l'audiovisuel à cette nouvelle édition du Forum de la gouvernance de l'Internet. C'est déjà le simple fait d'être dans un amphithéâtre universitaire est une cure de jouvence et un vrai plaisir. Ce forum nous permet ainsi de contribuer au débat avec les différentes parties prenantes, dans un contexte, chacun le sait, qui est très évolutif et très riche, cette année encore, avec notamment la discussion depuis hier, qui fait l'actualité à l'Assemblée nationale, de la proposition de loi relative à la lutte contre les contenus haineux sur Internet, qui est portée par la députée de Paris, Laetitia Avia. Ce forum est l'occasion pour nous, régulateurs, de venir à votre rencontre et de vous dire quel regard, surtout, nous portons sur les défis qui se posent du fait de la transition numérique à la régulation que nous pratiquons au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour ce qui concerne la régulation des services de contenu, ce qui me frappe en réalité, c'est que beaucoup de choses ont changé ces dernières années, et très singulièrement depuis 8 mois, depuis que le président de la République a annoncé au forum organisé à l'UNESCO en novembre dernier le lancement de la mission Régulation des réseaux sociaux et expérimentation Facebook, mission pilotée par Benoît Loutrel, que je suis heureux de saluer puisqu'il est parmi nous dans la salle, et à laquelle a participé activement une experte du Conseil supérieur. Beaucoup de choses ont changé, d'abord parce que les opinions publiques ont beaucoup évolué de par le monde. Certains épisodes ont marqué les consciences, vous le savez, comme le terrible drame qui s'est déroulé à Christchurch en Nouvelle-Zélande il y a quelques mois. Et si les enjeux liés à la diffusion en ligne des infox sont désormais bien identifiés, en particulier depuis les scrutins électoraux de 2017, ceux liés à la prolifération des contenus haineux sur les réseaux sociaux se sont à l'évidence imposés dans l'espace public. Comme j'ai parfois l'occasion de le dire, ce que l'on n'accepte plus depuis longtemps à la radio et à la télévision, dans ces médias qui sont régulés de longue date maintenant, on l'accepte en vérité de moins en moins sur Internet. Et progressivement, s'est imposée l'idée que les grandes plateformes de contenu ont elles aussi un certain nombre de responsabilités, du fait de leur rôle incontournable dans l'accès au contenu, du fait de leurs algorithmes de référencement et de recommandation, et plus généralement du fait de leur impact démocratique, sociétal, culturel, en particulier chez les jeunes, chez qui elles ont tendance à évincer les médias classiques. Alors les pouvoirs publics tirent naturellement les conséquences de ces évolutions des opinions publiques, dans la foulée notamment de l'appel récent de Christchurch. Pas seulement en France, c'est le point que je voudrais souligner ici, mais sur tous les continents en réalité. Et au sein du continent européen particulièrement, j'ai pu en prendre moi-même la mesure lors d'une récente rencontre des régulateurs européens, ce réseau qui s'appelle l'ERGA. Beaucoup de pays, l'Allemagne a, comme vous le savez, légiféré l'année dernière sur ces sujets, mais beaucoup de pays sont dans ce mouvement. Et même aux États-Unis, il est intéressant d'observer les débats dans le cadre de la primaire démocrate qui est engagée, où on voit dorénavant un véritable changement d'approche par rapport à ces acteurs de l'Internet. Ce qui est également sans doute le plus marquant, c'est l'évolution de l'état d'esprit des acteurs eux-mêmes, des plateformes elles-mêmes. Désormais, vous l'avez noté, certains, et pas des moindres, en appellent dans leur discours public à davantage de régulation. Et nous avons pu nous-mêmes, au Conseil supérieur, en prendre toute la mesure à l'occasion d'un vaste cycle d'audition des plateformes de contenu et des réseaux sociaux, de Twitter à Facebook, en passant par LinkedIn et Wikipédia, que nous avons organisé au printemps de cette année. Mais si les choses ont changé, c'est aussi parce que cette régulation des plateformes de contenu et des réseaux sociaux est entrée maintenant, ces derniers mois, dans une phase opérationnelle. Et c'est le point sur lequel je voudrais insister devant vous cet après-midi. Il y a eu d'abord, première étape, l'adoption définitive par le Parlement européen, à l'automne de l'année dernière, de la nouvelle directive Services médias audiovisuels, la directive dite SMA. Cette directive étend le champ de la régulation à de nouveaux acteurs, donc les plateformes de partage de vidéos,
comme Netflix ou Amazon Prime Video, et les réseaux sociaux. La directive pose le principe d'un socle de règles communes pour harmoniser le cadre juridique européen, des règles visant à protéger les mineurs, à lutter contre la haine ou l'apologie du terrorisme, mais aussi à garantir les objectifs de diversité culturelle. C'est ainsi que la directive prévoit que les obligations en matière de contribution à la création, qui s'imposent, vous le savez, à nos médias classiques en France, donc ces obligations reposeront dorénavant sur le principe du pays ciblé, et donc concrètement, cela signifie que des entreprises comme Netflix, à partir du moment où elles opèrent sur le marché domestique français, devront se conformer sur ce point à la loi française. Et vous mesurez que pour nos industries créatives, c'est une avancée majeure, une avancée très attendue, en même temps qu'une belle opportunité, puisqu'elle offrira à nos industries une capacité d'exposition supplémentaire sur ces plateformes mondialisées. C'est pour la raison pour laquelle nous plaidons avec insistance pour qu'on ne perde pas de temps pour transposer cette directive, ce qui devrait intervenir dans le prochain projet de loi audiovisuel confirmé tout récemment par le Premier ministre, qui devrait venir devant le Conseil des ministres fin octobre de cette année. En tout cas, d'ores et déjà, le Conseil supérieur est fortement engagé dans le cadre de l'ERGA, dans le cadre du réseau des régulateurs européens, pour assurer la mise en œuvre la plus uniforme et la plus ambitieuse possible de cette directive. Deuxième temps, après l'adoption de cette directive, c'est la loi du 22 décembre 2018 qui, entre autres mesures, a imposé aux principales plateformes de contenu un devoir de coopération avec le CSA dans la lutte contre la manipulation de l'information. Concrètement, les opérateurs doivent dorénavant mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre la diffusion des infox, des dispositifs de signalement principalement, mais aussi, par exemple, une obligation de transparence lorsque des personnes morales versent des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Pour ce faire, le CSA peut leur adresser des recommandations, et c'est ce que nous avons fait le 15 mai dernier au terme d'un cycle d'audition des opérateurs et d'une large consultation publique. Et nous sommes en train de concevoir les outils qui vont nous permettre d'assurer le plus efficacement possible ce nouveau rôle, que je conçois pour ma part comme un dialogue continu et exigeant, chère Marie-Laure, tu l'as souligné, un dialogue continu et exigeant avec les opérateurs de plateforme. Une étape importante sera la publication d'un bilan périodique, un bilan annuel qui est prévu par la loi dans une logique, Jacques Toubon me pardonnera, name and shame. Et puis enfin, nouvelle étape, c'est la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet que j'évoquais à l'instant, qui prévoit également, vous l'avez vu à travers la presse, de faire évoluer de manière significative les missions et les moyens du CSA. Je ne m'étends pas sur ce texte puisqu'il est en discussion et qu'il faut attendre son adoption pour le commenter. En réalité, on le voit bien, ce qui se dessine pas à pas à travers ces différentes évolutions, c'est une nouvelle régulation, une nouvelle forme de régulation. Dans l'esprit du rapport très stimulant de la mission régulation des réseaux sociaux et expérimentation Facebook remis au gouvernement en mai dernier, on voit en effet que pourrait émerger à partir des initiatives françaises, mais pas seulement des initiatives françaises, puisque d'autres pays, d'autres acteurs sont maintenant en mouvement, je l'ai dit, j'ai rappelé les Allemands, la Commission elle-même est en mouvement sur ces questions. Donc ce qui pourrait émerger, c'est un véritable modèle européen de régulation des plateformes de contenu. C'est ça l'enjeu. Et la voix de la France dans ce mouvement est bien évidemment très importante. C'est un modèle qui ne soit pas statocratique, pour employer un euphémisme que l'on peut observer dans certains pays du monde, mais qui ne correspond pas bien évidemment à notre société démocratique, et un modèle qui ne soit pas non plus le laisser-faire, qui est grosso modo celui des États-Unis aujourd'hui, en tout cas jusqu'à cette date. Et ce tiers modèle, il doit reposer d'abord sur une logique de responsabilisation des plateformes elles-mêmes, des plateformes de contenu. Une responsabilisation qui doit être à la mesure de leur rôle et de leur force de frappe. Les plus importantes d'entre elles ont en effet un impact technologique et financier que l'on peut qualifier de systémique. Et ces grands acteurs sont appelés à mettre en place un certain nombre de mesures pour répondre à des objectifs d'intérêt général, des objectifs que nous connaissons bien au CSA, car ils font partie de ceux que nous assigne la loi depuis 1986 et qui fondent notre régulation. L'équité du débat démocratique, d'abord, en particulier en période électorale, l'objectif fondamental, bien sûr.
la protection de la diversité culturelle, des œuvres de l'esprit et du droit d'auteur, auquel nous sommes, vous le savez tous, très attachés. Et puis, bien évidemment, la protection des personnes contre les contenus haineux ou attentatoires à l'indignité. Et répondre à ces objectifs implique des obligations de vigilance d'une part, des obligations de transparence d'autre part. Mais parce que ces dernières années nous ont montré toutes les limites de l'autorégulation qui a prévalu jusqu'à maintenant, ces mesures doivent être placées sous le contrôle d'un tiers de confiance, c'est-à-dire d'un régulateur indépendant. La vocation de ce régulateur est donc davantage de superviser les dispositifs et processus mis en place par les acteurs eux-mêmes, d'apprécier le respect des obligations de moyens et de résultats que nous leur demandons d'atteindre. Et l'on voit bien par ce biais que la régulation se fait ainsi plus collaborative, plus participative, plus européenne aussi. La coopération entre régulateurs de l'Union s'impose à cet égard comme un préalable indispensable. Et c'est une régulation qui n'exclut pas non plus, lorsque c'est nécessaire, si on veut qu'elle soit efficace, une approche plus coercitive. De la sorte, la mission de ce régulateur, de ce superviseur, j'insiste sur cette notion, parce qu'on parle souvent de co-régulation, qui est un concept que pour ma part, je n'aime pas beaucoup. On n'est pas dans une situation de co-régulation. Le législateur fixe un objectif, les acteurs mettent en œuvre les objectifs qui leur sont demandés, et le superviseur veille à la mise en œuvre de ces objectifs. On n'est pas sur le même terrain, on n'est pas à égalité de situation. La mission de ce régulateur, je le disais, donc vient compléter en réalité celle du juge, qui demeure, lui, compétent, comme c'est tout à fait naturel dans nos sociétés, pour apprécier et qualifier juridiquement les contenus. C'est ce qu'a rappelé très justement le Conseil d'État lorsqu'il a examiné la proposition de loi portée par Mme Avia. Il ne s'agit en rien de se substituer au juge, mais de compléter son office. Alors évidemment, il y a encore beaucoup d'incertitudes, ne serait-ce que parce que les modèles d'affaires des grandes plateformes de contenu évoluent. Mais une chose au moins est claire, les outils de la régulation ne seront plus tout à fait les mêmes. La régulation des grandes plateformes de contenu ne peut pas être une simple régulation 2.0 de la régulation des médias audiovisuels linéaires. Elle a vocation à combiner, certes, les méthodes classiques de régulation, comme l'observation, mais aussi de nouvelles approches, comme la data science. Elle a vocation à faire appel à de nouvelles compétences également, notamment en matière algorithmique, ce qui implique nécessairement davantage de coopération entre régulateurs. Le Premier ministre a récemment évoqué lors du colloque que nous avons organisé pour le 30e anniversaire du CSA, le Premier ministre a évoqué un rapprochement entre le CSA et la Hadopi, qui effectivement ferait sens, puisqu'on est l'un et l'autre, ces deux autorités, sur des problématiques de contenu. Mais au-delà, nous nous engageons dès à présent avec Sébastien Soriano vers des coopérations plus structurées, mais toujours agiles, avec l'ARCEP. Et il nous faut également amplifier le travail engagé avec la CNIL sur les enjeux des données. Et je remercie beaucoup Marie-Laure Denis